Le petit déjeuner politique. Et le petit déjeuner politique de Bruno Retailleau ce matin, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Roger, j'espère que vous allez bien comme Cécile Dominique. Très bien, merci. Oui, absolument. Alors évidemment, comme vous, il y a des décisions de confinement qui ont été prises pour se protéger, éviter tout contact, toute propagation du virus. Comment, avant de parler politique, Bruno Retailleau, comment vous organisez justement? Écoutez, depuis dimanche, je suis à Paris puisque il y avait les résultats pour les élections et j'ai pas quitté Paris. Là, je vous parle depuis mon bureau. Il y a une permanence à assurer au Sénat. Gérard Larcher est là aussi. Il y a des textes qui vont arriver dès demain, qu'on va étudier dès cet après-midi. Des textes, pour tirer les conséquences des annonces du président de la République, par exemple sur le confinement, par exemple pour l'aide aux salariés, pour l'aide aux entreprises. Il y a du pain sur la planche. Donc, il faut bien qu'il y ait un minimum de services publics, si j'ose dire. C'est notre mission institutionnelle. En gardant vos distances, comment faites-vous? Parce qu'on a vu qu'il y avait, que ça, évidemment, ça n'épargne personne. Il y a déjà beaucoup d'élus qui ont été testés positifs au coronavirus, quoi. Bien sûr, là aujourd'hui, hier, avant-hier, vous savez, il n'y a pas de problème de distance. Il y a très peu de personnes au Sénat. Mais vous savez, demain, quand il y aura une séance publique dans l'hémicycle, c'est la première fois que je commence à dire à mes sénateurs de ne pas venir. C'est l'inverse de ce que je fais d'habitude, parce qu'il faudra qu'on puisse fonctionner, mais on puisse fonctionner dans une forme avec un nombre minimal, avec des délégations de vote, c'est tout. Il faut que nous aussi, les consignes s'appliquent aux Français, mais elles s'appliquent aussi aux députés, elles s'appliquent aussi aux sénateurs. Oui, alors Agnès Buzyn a donc accordé une interview hier où elle affirme avoir averti de la gravité de la situation Édouard Philippe et Emmanuel Macron dès janvier, et elle critique le maintien des municipales. Une mascarade, dit-elle. Comment vous interprétez cette déclaration ? Je ne sais pas, en tout cas, elle est absolument sidérante. Est-ce que Agnès Buzyn a craqué ou est-ce que effectivement les informations qu'elle donne sont des informations exactes? Peu importe. Je pense que le moment, ça n'est pas la polémique. Très franchement, je pense que on arrive sur la vague. Le pic sera là dans quelques jours ou quelques semaines. Il y aura des morts et je crois que franchement, le moment n'est pas à celui-là. Je veux pas moi polémiquer. Il viendra le moment. Le moment où il faudra tirer des leçons, où il faudra expertiser le processus des décisions, parce qu'on a trop peu anticipé, mais je dirais pour le moment collectivement, ce moment viendra, mais ce moment il n'est pas là. On doit garder toutes nos forces pour lutter contre l'épidémie, pour se rassembler. C'est pas le moment de se diviser, voilà. Donc, est-ce que alors certains ont déjà, Bruno Retailleau, certains ont déjà demandé quand même réclamer une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que ça peut être étudié et lancé? Il y a eu, ça peut être lancé n'importe quand. Il y a eu à l'Assemblée nationale, il y avait une demande il y a déjà plus d'une semaine, je crois, de la constitution d'une mission commune d'information. C'est un stade en dessous de la commission d'enquête. Moi, personnellement, je pense que on n'est pas dans ce temps-là. Je pense que il faut réserver toutes nos forces, y compris celles de nos collaborateurs qui travaillent sur une mission d'enquête, à faire en sorte que le pays puisse tourner. Viendra ce moment. Bien sûr que ce moment, encore une fois, viendra. On doit la vérité à tous les Français. Et dans ces déclarations, il y a énormément précisément d'informations sur lesquelles il faudra revenir. Mais c'est pas le moment. Encore une fois, ne polémiquons pas, tournons-nous. Il y a la présidente de la République a dit justement d'ailleurs, on est en guerre. Quand on est en guerre, il y a un objectif, terrasser l'ennemi. L'ennemi, c'est le virus. Bon, c'était une mascarade des municipales. Bon, vous avez des regrets finalement d'avoir tenu comme ces municipales ou pas, Bruno Retailleau? Non mais... Il y a eu la polémique sur le premier tour. Moi, j'étais présent le fameux jeudi où on a passé 2 heures autour du Premier ministre. Il y avait M. Véran, Bruno Le Maire, M. Castaner. À aucun moment, on nous a dit qu'on allait passer en stade 3. Les propos étaient plutôt rassurants. C'était le stade 2, on n'allait pas passer en stade 3. Il n'y avait pas de mesure de confinement et on pouvait tenir les municipales à renfort d'ailleurs de l'avis positif du comité scientifique. Donc, quand vous prenez une décision, vous la prenez dans un contexte, vous la prenez avec les informations qui vous sont données. Et autour de la table, il y avait Mme Le Pen, il y avait M. Mélenchon, il y avait tous les patrons politiques, tous les présidents des groupes parlementaires, du Sénat, de l'Assemblée. Pas un n'a émis le moindre doute, parce que tous nous avions les mêmes informations. Et au vu de ces informations, très franchement, nul ne pouvait penser qu'on ne pouvait pas tenir les opérations électorales. Alors évidemment, quand quelques heures
quelques heures samedi soir avant le premier tour, le Premier ministre a fait sa déclaration de passage du stade 3 au stade 2 avec des fermetures de lieux publics. Et alors même que le premier tour se tenait le lendemain, là il y a eu un vent de panique et on s'est tous demandé, mais alors il faut arrêter, mais c'était quelques heures avant, c'était trop tard. Voilà. Donc ce que je peux vous dire, moi qui ai voté dans ma petite commune, croyez-moi, les mesures de précaution, elles ont été prises. Moi j'ai été étonné que dans une toute petite commune rurale, très franchement, c'était beaucoup moins dangereux de voter que de faire la queue à la caisse d'un supermarché. Oui, alors pour l'instant, nous sommes rentrés dans une période de confinement. Est-ce que les consignes vous paraissent suffisamment claires, là, une fois pour toutes? Et puis, est-ce que vous trouvez que les Français commencent enfin à les respecter ou pas? Bah écoutez, je suis venu, j'ai fait quelques centaines de mètres de mon hôtel au Sénat. J'ai vu, c'est la première fois que je vois aussi peu de voitures, aussi peu de piétons, aussi peu de cyclistes. Voilà, donc je crois que il faut parler de confinement. Je pense que le président de la République a peut-être pas osé, il a pas voulu brusquer les Français. Moi, je lui dis, je crois qu'il faut maintenant parler clair, voilà, parce que la clarté, c'est la première condition pour que les Français puissent, comprendre ensuite, deux, pour respecter les consignes, et il ne faudra pas hésiter, c'est ce que nous voterons sans doute demain, à augmenter les amendes. Voilà, c'est tout, de la responsabilité de chacun. Demain au Sénat, vous allez avoir effectivement des séances, des travaux, et vous allez éventuellement demander une augmentation des amendes. Bah, écoutez, il y a déjà une amende de 38 à 130 et quelques euros qui va passer. Mais en tout cas, le message qu'il faut envoyer, c'est un message de fermeté. Parce que c'est pas seulement de l'irresponsabilité. La propagation du virus, ça tue. Donc on met en danger la vie des autres. Voilà. Donc maintenant, on ne rit plus. Voilà. Et il faut que, jusqu'au premier niveau du président de la République, on affirme non pas une forme de compassion ou de gentillesse, non, on affirme la fermeté. Ou on est en guerre, ou on n'est le pas. Voilà. Ben moi, on fait la guerre, on la fait jusqu'au bout, et on fait avec les moyens à disposition. Oui. Il y a aussi les renforts de policiers, 100 000 qui sont mobilisés. On parle aussi des militaires qui réclament, comme le personnel soignant, davantage de masques. Est-ce que vous avez des informations en fait à ce sujet? Est-ce que vous avez communiqué avec le gouvernement? Est-ce qu'il y aura davantage de masques pour le personnel soignant? Mais bien sûr, moi j'ai communiqué avec le Premier ministre, avec le ministre de la Santé à chaque réunion qu'on nous fait, et on nous parle de millions de commandes depuis des semaines. Et vous voyez, hier soir, j'étais avec un maire de mon département de Vendée qui me disait que dans un de ses EHPAD, ben voilà, il y avait des premiers cas et que malheureusement son personnel soignant dans les EHPAD ne pouvait pas se protéger. J'ai eu aussi un certain nombre d'amis qui sont médecins et les masques arrivent au compte-gouttes. Alors où sont ces dizaines de millions de masques qui ont été commandés? Il faut qu'ils arrivent, voilà. Et si on doit être imaginatif, il y a des entreprises textiles, etc. Eh ben faut mettre en œuvre des moyens qu'on n'a peut-être pas d'habitude, mais là encore ce sont des moyens exceptionnels. Mais non, les masques, il y en a trop peu sur le terrain. Il suffit d'ailleurs de voir à longueur de journaux, soit radio, papier ou télévisé, pour entendre des témoignages. Voilà. Mais moi, je vous dis, dans les EHPAD, et ça deviendra dramatique dans les EHPAD, parce qu'il y a un confinement où des personnes à risque sont, si j'ose dire, concentrées. Voilà. Donc ça doit faire partie avec le personnel soignant dans les hôpitaux, dans les cliniques privées qu'il faut bien sûr là aussi réquisitionner parce qu'il faut un maximum de lits, il faut s'y préparer. Hôpital militaire bien sûr, mais tous les moyens. Et je pense que de ce point de vue-là, les ARS seront nécessaires, mais il faut aussi des mesures, et les EHPAD sont dans le rang de priorité à un rang très élevé. Oui. Et pour ça, vous voulez qu'il y ait de la transparence avec le gouvernement. Demain, lors de votre réunion au Sénat, vous allez mettre ça à l'ordre du jour. Ça fait partie des priorités, quoi. Mais bien sûr, il y aura demain une séance de questions d'actualité. Alors, elle sera réduite parce qu'il n'y aura qu'une seule question posée par chaque groupe. Ça peut paraître surréaliste qu'on interroge le gouvernement, mais il faut que les Français comprennent bien que nous, on ne va pas être dans la polémique. Mais il faut qu'on se fasse le relais des préoccupations des médecins, de tous les personnels justement soignants. Et c'est important que la démocratie continue à fonctionner. On a bloqué l'économie pour tuer le virus. On ne peut pas bloquer la démocratie. Il faut qu'il y ait une continuité. Il faut challenger le gouvernement en permanence, faire remonter les préoccupations du terrain. C'est à ça qu'on doit servir. Challenger mais pas déstabiliser. C'est ce que vous dites en quelque sorte, Bruno Retailleau, parce qu'on a besoin de toutes les forces, quoi. Ouais. Exactement. Ça doit être comment dirais-je, un débat exigeant
mais qui ne sombre pas dans la polémique politicienne. Et je vous assure que j'ai des contacts en permanence avec mes autres collègues présidents de groupes parlementaires. Croyez-moi, notre état d'esprit n'est pas du tout celui-là. Oui, un mot également, Bruno Retailleau, sur le soutien à l'économie. Bruno Le Maire a annoncé notamment 45 milliards. Ce sera suffisant ou pas? Parce que évidemment, on imagine des conséquences assez dramatiques sur l'ensemble de l'économie française et mondiale, bien sûr. Et évidemment, moi j'avais réclamé d'ailleurs à cette fameuse réunion du jeudi précédent le premier tour de l'élection au Premier ministre et à Bruno Le Maire un véritable bouclier anti-crise. Vous savez, l'objectif c'est de faire en sorte que ce choc, qui doit être un choc provisoire, transitoire, qui devrait durer seulement quelques mois, ne détruise pas nos entreprises, parce que sinon on n'aura plus de capacité de rebondir et la perte de croissance provisoire, transitoire se transformerait en une perte de croissance irrémédiable, irréversible. Donc il ne faut pas compter. Malheureusement, on n'a pas fait beaucoup d'efforts, vous savez, pour faire des économies, et la France sortira, en tout cas les finances publiques sortiront exemptes. Mais c'est pas grave, il faut vraiment faire en sorte que cette capacité de rebond, nous puissions l'avoir pour rebondir demain, même si évidemment il y aura une dette astronomique, un déficit astronomique et une grosse perte de croissance. Mais ce que vous dites aussi, Bruno Retailleau, c'est qu'il doit y avoir ou pas des secteurs prioritaires qui doivent continuer de fonctionner, de travailler. On pense bien sûr à l'agriculture, mais vous avez parlé des usines pour fabriquer des masques. Est-ce qu'il faudrait déterminer en fait justement un plan de bataille à ce niveau-là ? Je pense que petit à petit, quand on va entrer dans le pic de la crise, c'est ce qui va se passer. Il faut impérativement que, évidemment, il y a des secteurs prioritaires. Je parlais du secteur de la santé, je parlais du secteur paramédical comme les EHPAD, mais toute l'économie qui permet de nourrir la population, là aussi c'est une priorité. Et il faudra, parce que sinon les salariés vont faire valoir leur droit de retrait, il faudra sans doute aussi les équiper pour qu'ils puissent être eux-mêmes protégés. Voilà, parce que dans les usines, voilà, il peut y avoir une concentration de personnes, mais on doit aussi protéger ces salariés qui vont concourir à ce que notre population soit approvisionnée correctement. Brièvement, la date du dépôt des listes pour le deuxième tour des municipales, on ne sait pas, bon, il y a une date qui est fixée en juin, mais vous attendez des éclaircissements, vous êtes d'accord sur cette date limite ou pas ? Non, on veut que ça soit plus tôt, tout simplement pour respecter les textes, mais je vais vous dire, c'est un détail et les Français s'en fichent. Donc, on réglera ça. Oui, donc qu'est-ce que vous dites alors sur à ce sujet justement sur la date limite du dépôt des listes du second tour? Je dis ce que nous dirons au gouvernement, il faut respecter les textes. Les opérations qui consistent à déposer la liste pour le deuxième tour sont rattachées dans la loi au premier tour, donc il ne faut pas trop les éloigner du premier tour, il faut quand même respecter au maximum les textes. Bon, pas de polémique là-dessus. Il y a une date limite ou pas pour vous alors? Il y a une date limite pour ce dépôt ou pas? Il y a bien sûr une date limite. Il y a une date limite. Mais vous savez, c'est comment dirais-je, si les Français, vos auditeurs nous entendent, je pense qu'ils y comprennent rien. Et puis pour eux, cette préoccupation n'en est pas une. C'est surréaliste pour eux. Voilà, c'est la vie quotidienne qui s'est arrêtée. Ils sont confinés et ils doivent respecter les consignes. C'est absolument fondamental. Le système immunitaire, notre défense immunitaire, elle n'est pas seulement médicale, elle est aussi comportementale. Voilà, c'est de la responsabilité de chacun que dépend la santé de tous. Oui, le mot de la fin, Bruno Retailleau, avec Cécile Ménibus. Cécile. Oui, moi je vais revenir sur Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui a déclaré concernant les policiers et les gendarmes que les masques n'étaient pas utiles lorsqu'ils étaient, eux, à proximité immédiate, sauf s'ils sont à proximité immédiate de quelqu'un qui est susceptible d'être infecté par le coronavirus. Est-ce que c'est pas une aberration? Comment savoir si la personne en face de vous est infectée ou asymptomatique, justement? Évidemment, bien sûr, vous avez raison. Et depuis le départ, mais ça, c'est des leçons qu'on devra tirer. Mais on vous avait dit, vous savez, les masques, c'est surtout pas utile. Ça n'est utile que pour ceux qui sont contaminés. Non, les masques, c'est utile. Voilà. Et il faut que la parole du gouvernement s'en persuade. Voilà. Sinon, pourquoi est-ce que les personnels soignants, des médecins, des professeurs de médecine qui en savent beaucoup plus que Madame Sibeth Ndiaye sur ce sujet-là, réclament à corps et à cri des masques? Je l'entendais dire hier matin aux Français, rassurez-vous, il n'y aura pas de verbalisation pour le confinement. Total, il y a eu des mouvements de population. Moi, chez moi, dans l'Ouest, on a vu débarquer des milliers de personnes. Et quand on aura des contaminations, on n'a pas
les hôpitaux, les capacités hospitalières qui nous permettent de traiter, parce que, on ne fait pas attention à la parole publique. Eh bien, chaque ministre... Ça, vous déplorez justement que les gens sont allés à la campagne, sont allés se réfugier justement dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest, etc. comme ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on annonce une mesure de confinement, eh bien, il faut l'annoncer et il faut l'annoncer fermement avec des mesures de sanction. Parce que quand on interdit, on doit avoir parallèlement la sanction. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Et ce que je veux dire, nous on a dû, Patrick Roger connaît un petit peu l'Ouest, mais nous avons dû faire annuler des bateaux qui allaient sur des lieux qui avaient été pris d'assaut par des centaines de personnes qui auraient pu contaminer l'île. Et sur une île, vous savez, quand on a des malades, on n'a pas un grand hôpital. Et pour ensuite transporter les malades, il y a des problèmes pour les évacuer. Donc il faut tenir compte de tout ça. C'est la raison pour laquelle, quand on confine tout de suite et on ne dit pas qu'on ne va pas verbaliser. Voilà. Oui, merci Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe LR au Sénat, d'avoir été l'invité politique ce matin de Sud Radio. On continue dans un instant. Absolument, Ed. On parle